En 2023, vous avez donné 1 400 000 € pour le train de vie de 11 anciens premiers ministres. Voiture avec chauffeur, secrétaire particulier, etc. Par exemple, le socialiste Bernard Cazeneuve vous coûte 201 000 € par an. Il a été Premier ministre 5 mois. Ces politiciens, grâce à vos impôts, se sont alloués une augmentation de 27% de leurs avantages en nature sur un an. Dans le même temps, vous avez donné 42 millions d'euros au Conseil économique, social et environnemental, le CESE, garage des recasés de la politique, des syndicats ou du monde de l'entre-soi. Le CESE ne sert absolument à rien. Vous avez donné encore 39 millions d'euros à l'Arcom qui fait, elle, un bon travail de police de la pensée dans les médias. Arrêtons là la longue litanie. Avec l'argent de vos impôts, on déverse un fric de dingue pour les privilégiés de la République. Alors, parce qu'il faut arrêter les prébendes, les sinécures, les rentes, les passe-droits des amis de Macron, il n'y a qu'une seule solution, renforcer la voix de la presse libre, de la presse alternative de TV Liberté. Notre mission de porte-voix, c'est grâce à vous et à vous seuls que nous pouvons la mener. Alors, n'attendez pas, faites un don à TV Liberté. Nous avons dorénavant 30 jours pour assurer la pérennité de TVL en 2025. Le compte à rebours est lancé. La liberté à tout prix. Il était jusqu'il y a quelques mois le premier président de la Chambre à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Son expérience importante l'a amené à devenir un magistrat spécialiste de la lutte contre la criminalité organisée et en particulier le trafic de stupéfiants, notamment sur les dossiers marseillais. Bonjour Luc Fontaine. Bonjour. Monsieur le Président, je voudrais placer cet entretien à l'aune de deux déclarations récentes, celle de vos collègues magistrats de Marseille qui affirmaient devant la commission d'enquête du Sénat « Nous sommes en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille » et la déclaration du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau « La France est en voie de mexicanisation ». C'est après la fusillade de Poitiers. Et au regard de ces propos, ma question est simple, la guerre est-elle perdue ? Alors d'abord mes collègues, effectivement, ils n'ont dit que la vérité. Je vous rappelle qu'ils ont témoigné sous serment devant une commission sénatoriale. Alors la guerre est-elle perdue ? Elle n'est pas perdue, mais nous avons perdu énormément de batailles. Pour que la guerre soit gagnée, il faudra une véritable prise de conscience de l'ampleur et de la nature, surtout de la nature du phénomène de trafic de stupéfiants qui gangrène des villes importantes, Marseille, Lyon, la Seine-Saint-Denis, mais également des petites villes. Ça, c'est un phénomène relativement nouveau. On a parlé de Poitiers il y a quelques instants. J'ai le souvenir également de règlements de compte à Valence et à Salon de Provence. C'était absolument inimaginable il y a quelques années. La guerre n'est pas perdue si, effectivement, on en prend conscience, si on est capable de mettre des mots sur les mots, et si on est capable, effectivement, de prendre des décisions politiques, si le gouvernement est en capacité de prendre des décisions politiques, c'est-à-dire prise de conscience plus changement de la loi. Vos collègues magistrats de Marseille s'est exprimé librement, on leur a fait le reproche de l'avoir fait, néanmoins. Oui, c'était inadmissible. J'ai d'ailleurs assisté à la réunion avec le garde des Sceaux au cours de laquelle celui-ci s'est montré, oui, M. Dupond-Moretti, celui-ci s'est montré très, très désagréable. Moi, je n'ai jamais vu un garde des Sceaux qui s'en prend notamment à des magistrats du siège, c'est-à-dire des magistrats qui sont indépendants. Ça, j'ai jamais vu ça. C'était dans le cas très précis de cette réunion. Absolument, absolument. Il leur a dit qu'il n'avait pas à dire ça, qu'il faisait le jeu de l'opposition politique sur un ton virulent. Non, ils n'ont fait que dire à des sénateurs désignés dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire ce qu'ils vivaient sur le terrain. Et je peux témoigner qu'ils n'ont dit que la vérité. Alors, le constat, il est simple. Là encore, partout en France se sont constituées de véritables narcocités, souvent devenues incontrôlables par les forces de sécurité intérieure. Et ça, on se rappelle tous un peu le film Bac Nord. Quand on parle de zone de non-droit, vous parlez de notions éculées, avancées par paresse intellectuelle. Oui. Vous ne croyez pas aux zones de non-droit ? J'ai dû dire ça. Si, bien sûr que ce sont des zones de non-droit. Mais ce ne sont pas que des zones de non-droit. Parce qu'une zone de non-droit, c'est une zone où il n'y a aucun droit qui s'applique. C'est une zone chaotique,
une zone anarchique. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des contre-sociétés dans lesquelles des règles existent. Alors, ce ne sont pas les règles, j'allais dire, de l'État français qui existent, mais il y a des règles qui existent. Il y a une hiérarchie sociale qui existe. Le trafiquant, les petites mains, le dealer, le chauffeur, etc. Et il y a des sanctions qui existent. Celui qui pique dans la caisse, il va s'en rappeler un bon moment. On sait très bien qu'un certain nombre de petites mains ont fait l'objet de violences extrêmement graves, parfois de ce qu'ils appellent les barbecues, c'est-à-dire on les met dans les voitures, on les fait brûler. Non, ce ne sont pas des zones de non-droit, c'est des zones où d'autres règles s'appliquent. Et c'est la difficulté, c'est que si on laisse faire, ça va devenir de plus en plus important, on aura de plus en plus de mal à maîtriser ce que sont devenues ces zones qui sont de sorte de féodalité dans laquelle la police a de plus en plus de mal à intervenir. Un système féodal sans suzerain. Sans suzerain, bien entendu. Avant d'évoquer la politique pénale et de réfléchir aux réformes de la procédure pénale, je voudrais connaître votre point de vue sur la politique spectaculaire mise en place, dite Opération Place Nette XXL. Ça, est-ce que c'est une bonne idée pour vous ? Elles peuvent présenter un intérêt médiatique, un intérêt de communication, et puis un intérêt de paix publique. Il faut dire les choses comme elles sont. On déplace le problème pendant quelques jours, quelques heures peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas suffisant. Les opérations Place Nette peuvent présenter une utilité qu'à partir du moment où elles ont pour assise des opérations de police judiciaire, c'est-à-dire à partir du moment où il y a des enquêtes judiciaires. Parce que pour faire tomber les réseaux, il faut enquêter. Ça ne sert à rien d'arrêter des petits dealers, des petits chauffeurs. Il faut pouvoir remonter toute la chaîne organisationnelle. C'est très difficile, mais pour ça, il faut des enquêtes de police judiciaire. Donc il faut une police judiciaire structurée. Je rappelle qu'il y a quelques mois, elle a été en partie démantelée par M. Darmanin. Les réformes qui s'imposent, elles sont nombreuses, bien sûr. Commençons par les plus récentes. Bruno Retailleau et Didier Migaud ont évoqué le renforcement des moyens judiciaires par la création, je cite, d'un parquet national dédié à la lutte contre les stupéfiants. Et ces cours spéciales, est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, ça serait le modèle un peu du parquet antiterroriste ou du parquet national financier. Je ne crois pas que ça soit une bonne idée, parce que je pense qu'il est important que les magistrats, qui généralement traitent ces affaires dans le cadre de ce qu'on appelle les juridictions interrégionales spécialisées, qui sont déjà des juridictions hyper spécialisées, il est important que les magistrats connaissent leur territoire, connaissent leur cité, que les policiers connaissent leurs indices, etc. Et je ne crois pas qu'il soit opportun, effectivement, de centraliser les poursuites et les investigations au long cours dans ce type d'affaires. Par contre, évidemment, il est important que des moyens soient donnés à la police judiciaire et que ces moyens soient donnés à la justice dans le cadre des GIRS. Je voyais bien aussi qu'on fait quand même appel en creux à la mise en cause des magistrats, en se disant qu'en choisit des magistrats spécialisés, ils seront donc moins laxistes. Je ne sais pas si c'est le terme qui convient. Est-ce qu'ils seront moins laxistes ? En tout cas, s'ils sont spécialisés, ils sont, j'allais dire, au moins, ils seront mieux armés. Les magistrats spécialisés sont mieux armés pour faire face au harcèlement procédural. Parce que dans ces affaires-là, je pense aux affaires de trafic de stupes et de règlement de compte. C'est souvent des affaires qui sont liées, qui durent, puisque les instructions sont longues. On a affaire à un harcèlement procédural des avocats qui font tout pour faire péter la procédure, excusez-moi l'expression, j'allais dire, pour trouver la nullité qui va mettre à néant des mois, voire des années de travail. Et là, il faut être spécialiste. C'est-à-dire qu'un magistrat qui n'est pas spécialisé, il aura du mal à subir ces assauts répétés. On fait le procès d'une justice politisée, vous le savez bien, idéologisée, donc laxiste. Est-ce que c'est aussi le cas dans ce domaine-là particulier de la sanction des trafiquants et des dealers ? Alors, justice laxiste, oui. Il y a vous avez ces dossiers marseillais, vous les avez vécus, Oui, là, je ne pense pas qu'à Marseille, il y ait de laxisme. Là-dessus, je pense qu'au contraire, c'est une juridiction où, j'allais dire, les sanctions sont relativement exemplaires. Mais quand on parle de justice laxiste, il faut quand même se méfier. Il peut y avoir des juges laxistes, il y en a. Il y a des juges répressifs, il y en a. Mais, j'allais dire, c'est le corpus législatif qui pousse au laxisme. Aujourd'hui, on ne peut pas prononcer une peine d'emprisonnement inférieure à 1 mois. Si vous prononcez une peine d'emprisonnement inférieure à 1 année, c'est déjà beaucoup, 1 année, vous êtes tenu de l'aménager, sauf impossibilité. C'est une loi de 2019. Donc c'est le législateur qui, pour des raisons de régulation carcérale en réalité, a mis en place tout un système, notamment au niveau de l'application des peines, ayant pour objet de démanteler, de réduire à néant les peines qui sont prononcées. D'accord, mais enfin les gouvernants ont souvent suivi les indications des syndicats de la magistrature, par exemple. Oui, vous avez raison, oui. Le syndicalisme dans la magistrature peut parfois poser un problème, notamment le syndicat de la magistrature. Bien entendu, il n'en demeure pas moins que le gouvernement, le pouvoir exécutif doit prendre ses responsabilités. Il y a aussi une question sur ces notions de trafic de drogue, qui fait toujours débat, c'est est-ce qu'il faut condamner le consommateur ?
Ça, c'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Je crois qu'elle est au cœur de certaines difficultés. En tout cas, il faut absolument que le consommateur soit sensibilisé à son addiction. Je ne sais plus quel ministre disait qu'au bout du joint, il y avait des traces de sang. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Puisqu'on ne peut pas tellement agir sur les pays producteurs et exportateurs, que ce soit les pays d'Amérique du Sud ou même le Maroc pour la résine de cannabis, il faut sanctionner le consommateur. Il faut absolument agir sur la demande, créer une baisse de la consommation. Pour ça, il faut de véritables sanctions. Les sanctions, la logique, c'est de très fortes amendes, mais qui soient effectivement prononcées et rapidement et effectivement exécutées. Dans un cas d'école très simple, vous avez un député qui a acheté de la drogue à un dealer qui est mineur de 14 ans. Qui est le responsable? Qui est-ce que vous condamnez, monsieur le juge? Alors, le mineur de 14 ans qui vend de la drogue, mais évidemment le député qui achète de la drogue à un mineur. Enfin, c'est évident, quoi. C'est absolument invraisemblable qu'un membre du Parlement, qui appartient au corps législatif, transgresse la loi de manière, j'allais dire, si scandaleuse et en tenant des explications plus ou moins psychosociales sur sa propre situation. Donc ça, c'est absolument inentendable. C'est ce que j'allais vous dire. Il avance des arguments. M. Kerbrat, en l'occurrence. C'est inentendable. C'est absolument intolérable. Repensez la politique pénale. Vous prenez une réforme drastique, par exemple l'institution de peines planchées pour les récidivistes et la reconduite à la frontière pour les étrangers condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Une obligatoire sauf circonstances particulières qui devront être motivées par le juge, ajoutez-vous. Le plan Retailleau-Migaud propose, lui, la suspension des aides sociales pour les condamnés et l'expulsion des trafiquants des logements sociaux. Et est-ce que là, ça avance vers ce que vous souhaitez ou est-ce que vous vous dites comme moi, ah bon, parce que ce n'était pas encore le cas? Oui, c'est de toute façon totalement insuffisant ce qui est proposé. Les peines planchées, elles ont existé dans notre droit, dans notre arsenal législatif. Moi, je crois même qu'il faut prévoir un système de peine minimum, c'est-à-dire des peines en deçà de laquelle le juge ne peut prononcer une peine inférieure que par une décision spécialement motivée, comme cela existait jusqu'en 1994 dans le Code pénal, et également des peines planchées pour les récidivistes. C'est absolument indispensable pour qu'il y ait une certitude de la peine. S'il n'y a pas de certitude de la peine, il n'y a pas de crainte. Et évidemment, aujourd'hui, on voit bien qu'elle n'existe pas, qu'elle n'existe plus, et on voit bien la dérive. Par ailleurs, il faut aussi, je pense, pour les récidivistes, je dis bien pour les récidivistes, notamment dans ce domaine-là, j'allais dire, écarter toutes les mesures d'aménagement de peine telles qu'elles existent dans le droit et faire en sorte que le juge d'application des peines ne puisse pas intervenir ou ne puisse intervenir qu'à la marge sur les plus grosses condamnations prononcées pour éviter que ces individus bénéficient de remise de peine au motif qu'ils se comportent bien en prison. Ce n'est plus possible si on veut lutter de manière efficace contre ces réseaux. Vous demandez aussi la remise à plat du régime de l'exécution des peines. C'est indispensable. C'est-à-dire quoi, concrètement? Pas de réexécution de peine et exécutoire des peines d'emprisonnement dans les établissements pénitentiaires ultra sécurisés, c'est ça l'idée? Il y a deux choses. Il y a à la fois, effectivement, les conditions de l'incarcération. Je pense qu'effectivement, pour un certain nombre de profils, il faut mettre en place des mesures d'incarcération hyper sécurisées pour au moins s'assurer que ces individus-là ne poursuivent pas en détention leurs activités criminelles ou délinquantes avec les téléphones portables, tout simplement. Ce n'est pas tolérable. Je crois que tous les ans, on saisit dans les maisons d'arrêt de France, j'ai vu ce chiffre l'autre jour, 50 000 téléphones portables. C'est affolant. Donc là, effectivement, il faut arrêter ça. À Marseille, on a eu des malfaiteurs qui ont commandité depuis leur cellule des meurtres, pas s'en satisfaire. Alors on dira, oui, mais il n'y a plus de place dans les prisons. Oui, bien sûr, il n'y a plus de place dans les prisons. Mais je pense qu'on peut aussi, j'allais dire, on a quelques leviers là-dessus. L'expulsion des condamnés étrangers. Je pense qu'il faut absolument, j'allais dire, que la France monte tout son poids pour exiger des États ressortissants qu'ils récupèrent leurs délinquants. Et puis on peut très bien imaginer aussi des prisons à sécurité moindre pour un certain nombre de délinquants. Je pense aux délinquants routiers, aux primo-délinquants, pourquoi pas aux agresseurs sexuels, qui pourraient effectivement être incarcérés dans des maisons d'arrêt moins sécures pour permettre de créer des maisons d'arrêt hyper sécurisées pour un certain nombre de profils qui sont hyper dangereux pour l'ordre public, pour les co-détenus et pour les surveillants pénitentiaires. Alors, quand vous dites des prisons moins sécurisées, parce que vous considérez que les personnes qui seraient arrêtées ou qui seraient en prison posent moins de problèmes, présentent moins de risques dans la prison? Oui, il y en a qui posent pas de problème. Dans la prison. Je ne sais pas, un individu qui, au volant de son véhicule, va tuer 3 personnes en état alcoolique, c'est effectivement très grave. Il est normal qu'il fasse une peine d'emprisonnement. La plupart du temps, ce profil-là de délinquant ne pose pas de problème de sécurité à l'intérieur de la maison d'arrêt. D'accord.
c'est bien clair. Luc Fontaine, dans votre propos, je relève aussi le peu d'insistance à revendiquer pour une justice qui bénéficie de plus de moyens. Pourtant, le renforcement des moyens judiciaires et policiers est une obligation, des moyens matériels, financiers, pas un impératif stratégique, non ? Alors les moyens matériels, oui, pour la police. Aujourd'hui, vous savez que la police est essentiellement, notamment dans de ce type d'affaires, problème de technologie. Il faut absolument des balises, il faut des centrales d'écoute téléphonique, il faut des laboratoires de police, c'est absolument essentiel. La police technique et scientifique a fait des progrès absolument énormes et effectivement, il faut soutenir cette évolution. Il faut renforcer les services de police parce que c'est eux qui font les enquêtes. Les magistrats, à mon avis, sont assez nombreux en France. Par contre, il y a des choses qu'il faut faire. C'est suffisant. On va pas arriver à 20 000 magistrats, ça n'aurait aucun sens. Je pense qu'effectivement, il faut que les magistrats soient, le nombre qu'ils sont, 7 000, ça me semble pas extravagant, mais qu'ils soient assistés par des équipes de collaborateurs, style assistants de justice, assistants spécialisés, qui pourraient traiter les petites affaires pour pas encombrer, j'allais dire, le travail du magistrat qui doit se concentrer sur l'essentiel. Et je pense également aussi, si on veut, j'allais dire, diminuer la pression sur le juge, il faut envisager à terme des réformes de procédure pénale pour simplifier ce fatras qui est devenu incompréhensible. Vous, c'est ce que vous avez souffert dans vos années, 40 années de magistrature, c'est la difficulté d'avoir de l'aide, entre guillemets. Oui, et puis en 40 ans, la complexification, non pas forcément du code pénal, mais du code de procédure pénale, avec la multiplication des réformes incessantes, de plus en plus difficiles à comprendre, avec en plus la pression de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est évidemment une difficulté. Je rappelle par exemple, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui, me semble-t-il, en 2011, si je ne dis pas de bêtises, a dit qu'en France, il n'était pas possible de garder quelqu'un dans un service de police sous le régime de la garde à vue sans qu'il soit assisté d'un avocat. Et il a fallu que la France change son régime de la garde à vue. Donc ça devient extrêmement difficile, cette double pression des réformes permanentes et de la pression également des justices internationales, de la juridiction internationale. Vous en avez parlé bien évidemment dans notre entretien. Est-ce que la lutte contre les narcotrafiquants passe aussi par un renforcement des partenariats internationaux, ne serait-ce que pour contrer les réseaux criminels frontaliers? On a l'impression qu'avec certains pays, c'est indispensable. C'est absolument indispensable. Je rappelle que la French Connection, dans les années 70 à Marseille, a été démantelée grâce au soutien et à la coopération avec les Américains, évidemment, qui étaient destinataires de l'héroïne, donc ils y avaient intérêt. Oui, c'est indispensable. L'entraide judiciaire marche plutôt pas mal entre pays européens, plutôt mal ailleurs, parce qu'il y a le problème des pays producteurs. Comment voulez-vous, par exemple, intervenir sur la Colombie ou sur l'Équateur pour faire en sorte que la cocaïne ne sortent pas de leur pays à destination de la France? Bon, c'est impossible, on n'a pas ce poids diplomatique. Vis-à-vis du Maroc, pour la résine de cannabis qui est produite essentiellement dans le Rif, c'est également difficile. Il y a aussi la problématique des pays qui sont destinataires des fonds. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de pays, j'allais dire, je pense aux Émirats Arabes Unis, tout le monde le sait, Dubaï, où un certain nombre de malfaiteurs français se réfugient là-bas pour vivre la dolce vita avec le produit de leurs crimes. C'est extrêmement compliqué, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et que l'entraide pénale internationale doit effectivement être développée le plus possible. Mais pour que l'entraide pénale internationale fonctionne, il faut que la France soit forte et qu'elle soit en capacité d'imposer à un certain nombre d'États des conventions internationales. Et ma dernière question, malheureusement, elle reprend en la reformulant finalement la première. Je vous avais demandé si la guerre était perdue. Je vous repose la question différemment. Peut-on gagner cette guerre? On peut la gagner. Il faudra beaucoup de temps, malheureusement. Beaucoup de lucidité également, c'est peut-être la première chose qu'il faut avoir. La lucidité, c'est-à-dire savoir nommer les choses. Et puis beaucoup d'engagement des services de police, des magistrats et aussi des hommes politiques qui ont les yeux ouverts sur la réalité du phénomène. Et qu'ils soient exemplaires dans ce domaine. Évidemment, ça va de soi. Luc Fontaine, vous avez été un magistrat français reconnu pour votre expertise. Vous avez occupé plusieurs postes clés dans votre carrière. Vous avez, par exemple, instruit l'affaire de l'ordre du Temple solaire. Vous étiez jusqu'en juillet dernier, donc premier président de la Chambre d'appel de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est ça. Quel souvenir gardez-vous de cette grande carrière, finalement, 40 années, je crois? Plusieurs choses, des affaires passionnantes, évidemment. Vous avez évoqué la terrible affaire de l'ordre du Temple solaire avec 74 morts en tout, dont 16 dans le Vercors au-dessus de Grenoble, affaire absolument passionnante.
Vous avez évoqué également la lutte contre la criminalité organisée, c'est évidemment absolument passionnante et nécessaire. Je ne regrette pas le métier que j'ai exercé. Moi, j'encourage même les jeunes à s'engager dans la magistrature. C'est un métier magnifique, même si évidemment on connaît les difficultés. L'aggravation de la délinquance, elle est réelle. La complexification des règles de procédure. Des défenses qui se sont extrêmement professionnalisées et qui sont parfois agressives. Mais je crois qu'il y a de l'intérêt général. Et quand on est magistrat s'occupant du trafic de drogue et de stupéfiants à Marseille, est-ce qu'on considère quand même que sa vie est un peu en danger, quelquefois ? Moi, je l'ai rarement ressenti comme ça, mais bon, on sait bien que dans l'histoire française, il y a un magistrat qui a été assassiné à Marseille, justement dans les années 80, le juge Michel. Il y a quelques jours, me semble-t-il, ou quelques semaines, c'est le procureur général de Douai qui aurait été, j'allais dire, approché à proximité de son domicile par une bande de malfaiteurs. Je pense qu'il faut être prudent, puisque ce sont des équipes extrêmement structurées, avec des enjeux financiers dont on n'imagine même pas le montant. Et effectivement, je pense qu'il peut parfois avoir des risques de s'en prendre à des équipes de malfaiteurs très chevronnées. Et c'est pour ça que je crois aussi qu'il est indispensable, notamment au stade de l'instruction de ces affaires-là, que les juges d'instruction agissent en collégialité et pas de manière isolée. Une carrière pour la justice, donc la défense du bien commun. Absolument, absolument. C'était ça qui vous motivait ? Ah, absolument, la défense du bien commun, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Bon. C'est évidemment l'essentiel. Et Monsieur le Président, vous êtes à la retraite. Comment on fait aujourd'hui pour défendre le bien commun ? Eh bien voilà, c'est une bonne question, peut-être en participant à une émission à TV Liberté. D'accord. Il n'y a pas de magistrat honoraire ? On ne vous fait pas appel à vous si, il y a des magistrats honoraires. Est-ce qu'on fait appel à vous ? Je suis magistrat honoraire, mais il y a les magistrats honoraires comme moi, c'est-à-dire qui n'ont pas d'activité juridictionnelle, et ceux qui peuvent exercer des activités juridictionnelles, mais moi j'ai envie de passer à autre chose. D'accord, voilà, ça, le message est clair. Merci beaucoup, merci monsieur.